13 heures sur toute l'étendue du territoire national. Bonjour le Mali, bonjour le monde, place aux informations. Le journal Moussa Papa Aïdara. C'est 13 heures dimanche qui vous accueille en ce jour 22 septembre 2024 avec à la une de l'actualité cet événement majeur de l'histoire du Mali, l'anniversaire de notre indépendance. Aujourd'hui, 64 ans, la nation se souvient des sacrifices, des défis surmontés et des réussites qui ont façonné notre pays. Le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, a présidé tout à l'heure la cérémonie de prise d'armes à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire. Un cérémonial qui a été précédé par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance. Et simultanément, dans toutes les régions du Mali, l'événement a été célébré. Dans cette édition spéciale, nous ferons un tour dans les capitales régionales pour retrouver nos correspondants sur place afin de nous faire revivre ce moment chargé d'histoire et d'émotion pour le Mali. Voici l'unique titre de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le 22 septembre 1960, le Mali proclamait son indépendance, ouvrant la voie à une ère nouvelle de souveraineté et d'autodétermination. Aujourd'hui, 22 septembre 2024, notre pays fête le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé hier à la nation dans un discours solennel. Colonel Assimi Goïta est revenu sur les efforts faits par les autorités dans les cadre de l'équipement des forces de défense et de sécurité, des efforts qui ont permis d'engranger des succès remarquables. Le chef de l'État a évoqué aussi les mesures prises et celles en cours pour faire face aux préoccupations des Maliens. Il a notamment mis l'accent sur les dégâts causés par les récentes inondations et l'assistance que le gouvernement apporte aux sinistrés. Écoutons ensemble le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à la veille de la célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le 22 septembre est gravé dans notre mémoire collective comme le jour où le peuple malien a décidé de mettre fin à la domination coloniale en proclamant le nouvel État libre du Mali. En ce moment solennel, je rends un vibrant hommage aux pères de l'indépendance avec à leur tête le président Modibo Keïta. Cet hommage revêt une signification toute particulière au moment où le Mali est engagé dans la reconquête de sa véritable souveraineté. Nous devons suivre résolument la voie tracée il y a 64 ans. Je m'incline également devant la mémoire de celles et ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la patrie, qui leur sera éternellement reconnaissante. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la commémoration de notre indépendance est une occasion précieuse de se rappeler les efforts constants
de notre peuple en vue de l'édification d'un État fort et d'une nation prospère. Sur mes instructions, le gouvernement a, pour sa part, poursuivi les actions pour la satisfaction des besoins de nos populations dans plusieurs domaines. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la question sécuritaire demeure la préoccupation prioritaire du peuple malien. Cette année, notre fête nationale est célébrée dans un contexte marqué par la grande opération stratégique de reprise de terrain, conduite par les FAMA et visant à restaurer l'intégrité territoriale du pays et à les débarrasser définitivement de la menace terroriste. Les forces armées et de sécurité ont en effet mené des opérations de stabilisation et de reconstruction dans les régions reprises, permettant ainsi le retour progressif des services publics, des écoles et des infrastructures essentielles. Ces succès remarquables résultent de la coordination des opérations militaires et du redéploiement des forces à Ber, Tessalit, Anefis, Kidal et Aguelok. Les attaques terroristes survenues le mardi 17 septembre dernier nous rappellent, une fois de plus, l'impérieuse nécessité de demeurer vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances. En m'inclinant devant la mémoire des innocents lâchement assassinés lors de cette agression barbare, j'adresse également mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et salue le professionnalisme des forces d'intervention. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, les efforts d'investissement contenus dans le cadre de l'acquisition d'équipements militaires et des réformes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Par ailleurs, la mutualisation des capacités et le soutien opérationnel dans le cadre de la Confédération des États du Sahel se poursuivent. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, dans le but de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions, notamment l'institution judiciaire, notre justice s'est largement adaptée au contexte de lutte contre l'impunité avec la création de nouvelles structures. La mise en œuvre de réformes majeures, comme la relecture du Code pénal, du Code de procédure pénale, ainsi que l'adoption par le Conseil des ministres du projet d'ordonnance portant statut de la magistrature, vise à rendre la justice plus efficace, accessible et respectueuse des droits des citoyens. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, je salue la résilience du peuple malien qui reste digne malgré un contexte économique difficile. Les autorités de la transition travaillent inlassablement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Cependant, il est important de rappeler que notre économie subit l'impact des crises sécuritaires qui ont conduit à l'augmentation des dépenses militaires au détriment d'autres secteurs. Malgré ces défis, notre pays a maintenu une gestion efficiente des finances publiques, maîtrisant l'inflation en dessous de la norme communautaire de 3%. Au 31 juillet 2024, les recouvrements effectués par les structures de recettes se sont établis à 1 291 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le Trésor a mobilisé sur le marché financier régional un montant total de 479 milliards de francs CFA afin de financer le déficit du budget d'État, malgré un contexte caractérisé par une augmentation des coûts
de financement et une tension de liquidité dans l'UEMOA. Toutes choses qui témoignent de la confiance des investisseurs en la signature du Mali. Les ressources transférées aux collectivités territoriales s'élèvent à 440 milliards de francs CFA en 2024 contre environ 412 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 6,82%. Par ailleurs, pour assurer un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé, sur la période du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, les exonérations des droits et taxes accordées aux cordons douaniers se sont chiffrées à plus de 274 milliards de francs CFA, soit 34,62% des recettes réalisées au cours de la période concernée. Je salue l'ensemble des acteurs qui contribuent aux efforts de développement économique, notamment ceux des secteurs rural, industriel, du commerce, des services et de l'artisanat. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, en 2024, le recensement général agricole a été lancé, ouvrant la voie à la digitalisation des exploitations. Les aménagements hydro-agricoles se poursuivent pour exploiter durablement les potentiels des fleuves Niger et Sénégal. Le gouvernement renforce l'approvisionnement en intrants et réajuste le prix du coton-graine et développe la recherche agricole pour améliorer les semences. Malgré les défis, des mesures sont prévues, dont la promotion des méthodes alternatives, l'élaboration d'une loi pour les investissements agricoles et la création de pôles agro-industriels. Ces actions témoignent de notre engagement pour un Mali agricole résilient et prospère. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, dans le domaine de la santé et du développement social, des efforts ont été consentis pour améliorer l'accessibilité des services de santé à la population, à travers la construction ou la réhabilitation ainsi que l'équipement de plusieurs infrastructures sanitaires. Par ailleurs, des actions de solidarité et de lutte contre l'exclusion ont été menées en direction de nos populations vivant dans la précarité ou frappées par des crises de diverses natures. Consciente du rôle de la jeunesse dans la construction nationale, les auteurs de la transition ne ménagent aucun effort pour qu'elle soit en bonne santé, bien formée, ayant l'amour de la patrie et capable d'accomplir toutes les actions de développement et de défense de la patrie. Dans le domaine de l'éducation, l'État a consenti des efforts importants pour construire ou rénover des établissements d'enseignement fondamental et secondaire dont je salue la bonne organisation des examens de fin d'année. Au niveau de l'enseignement supérieur, la construction du centre d'intelligence artificielle et de robotique se poursuit. L'université de Sikasso a accueilli ses premiers étudiants. Des actions sont en cours pour l'opérationnalisation des universités de Gao, Tombouctou, Kayi et Badiangara. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, dans le but de renforcer les capacités de nos structures publiques et d'améliorer l'offre des services rendus aux populations, il a été procédé, au titre de l'année 2023, au recrutement de 1417 agents. Également, 776 nouveaux fonctionnaires seront recrutés au titre de l'exercice budgétaire 2024. La formation professionnelle et la création d'emplois constituent également une priorité pour les autorités de la transition. C'est dans ce cadre que la stratégie nationale de l'entrepreneuriat au Mali, assortie d'un plan d'action quinquennal,
sur la période 2025-2029 a été adoptée. Une grande attention est accordée aussi à l'insertion socio-professionnelle des jeunes ruraux à travers le projet FIER 2. Le gouvernement travaille pour l'application d'une meilleure politique JAR afin que les femmes maliennes puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement socio-économique du pays. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la diplomatie malienne est restée active pour défendre les intérêts de notre pays. Le renforcement de nos relations avec des partenaires stratégiques respectueux de nos choix a ouvert de nouvelles opportunités et favorisé notre présence sur la scène internationale. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger incarnent la renaissance d'une Afrique qui se libère et invente son unité et son développement sur de nouvelles bases. La Confédération des États du Sahel, créée le 6 juillet 2024, a été sans conteste un élément clé de la reconfiguration géopolitique de la région, voire au-delà. Comme vous le savez, j'ai été honoré par leurs excellences, les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tchani du Niger, pour assurer la présidence inaugurale de la Confédération. Cette marque d'estime et de confiance nous engage à renforcer nos efforts en vue de l'atteinte de nos nobles idéaux panafricains de la Confédération. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, les populations maliennes ont fait face ces dernières semaines à des inondations qui ont touché plusieurs localités du pays, causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Face aux inondations, les autorités de la transition ont décrété l'état de catastrophe nationale et mis en action les centres de coordination et de gestion des crises et catastrophes. Des mesures sont prises pour une meilleure gestion des conséquences de ces sinistres, afin de soulager les populations éprouvées. Je salue à cet égard la solidarité nationale qui a été exprimée à leur endroit. Et notre souci majeur de nos populations demeure la question énergétique. Pour y faire face, plusieurs projets de construction de centrales solaires ont été lancés dans le cadre du mix énergétique en vue d'améliorer la fourniture de l'électricité. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, pour les autorités de la transition, la question de la souveraineté est indissociable de celle de l'unité nationale. Le dialogue intermalien a démontré la volonté de notre peuple à résoudre ces problèmes de manière autonome. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation consolidera assurément les fondements de notre vivre ensemble. Aussi, la biennale artistique et culturelle qui a été institutionnalisée et constitue un véritable facteur de brassage des jeunes et de consolidation de l'unité nationale. Au-delà, elle est également conçue comme un véritable projet de développement régional. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, c'est dans l'union sacrée des Maliennes et des Maliens que nous atteindrons nos objectifs de développement. Ensemble, nous devons œuvrer pour que les prochaines élections soient une véritable réussite afin de permettre à notre pays de continuer sereinement et souverainement sur la voie du renouveau. Pour terminer, je souhaite un joyeux 64e anniversaire à toutes les Maliennes et à tous les Maliens dans la paix et dans la concorde. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.
avons résolu de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. À l'instant, l'adresse à la nation du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'occasion du 22 septembre 2024. L'actualité majeure de ce dimanche, c'est bien évidemment les festivités du 22 septembre. Cette célébration a été marquée par une prise d'armes et un défilé militaire de l'ensemble des composantes de l'armée. Elle s'est déroulée dans l'enceinte de la place d'armes du 34e bataillon du régiment du génie militaire. C'était en présence du chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta. Ce cérémonial militaire a été l'occasion de magnifier la bravoure et la ferme volonté des hommes en uniforme de défendre au prix de leur vie l'intégrité du territoire national. Ousmane Dao, vous venez de rejoindre la maison de la radio. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Vous étiez déjà sur place depuis les environs de 7 heures pour l'ORTM, j'imagine. Pas très fatigué? Non, c'est la personne du service public. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie à haute portée? Tout d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une cérémonie qui a été présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, mais ça a démarré avec la venue du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Ça en est suivi l'arrivée du ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. Ensuite, le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. C'est à 10h15 exactement que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait son entrée au génie militaire, précisément, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la place d'armes du 34e régiment du génie. Tout d'abord, il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle du mémorial militaire pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour le Mali, puisque fête d'indépendance oblige, notamment les militaires. Ensuite, s'en est suivi l'hymne national du Mali, exécuté par la fanfare nationale. Après, c'est la revue de troupes pour le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Après cette revue de troupes, on rend hommage également au président de la transition. Et après, place au défilé militaire. Un défilé militaire avec en ouverture le Prytanée militaire de Kati. Le Prytanée militaire de Kati ouvre ensuite, vous l'avez dit, toutes les composantes de notre outil de défense étaient présents pour ce défilé du 64e anniversaire. Sinon, la prise d'armes à la place du génie militaire, on notait la garde nationale, la gendarmerie nationale, la police nationale, le génie militaire évidemment, l'armée des terres, les commandos parachutistes et l'armée de l'air. Justement, l'un des moments forts de ce défilé a été le passage de l'armée de l'air, les ailes de l'armée, comme j'aime à les appeler, notre outil aérien, a passé avec ce qu'on appelle le Mi-25, le CASA-25 également, et les aéronefs, pour montrer que aujourd'hui l'armée de l'air est indispensable dans la lutte pour l'intégrité de notre territoire national. Ensuite, évidemment, comme dans un rêve d'enfant, on a vu, bien sûr, ce saut de précision des commandos, des unités parachutistes, où on a été émerveillé par ce saut de précision. 4 parachutistes. Le premier a amené d'abord la couleur jaune de notre drapeau, ensuite le deuxième le rouge, et après, bien sûr, le vert. Ensuite, enfin, en 4e position, c'est le drapeau de la Confédération, de l'Alliance des États du Sahel, qu'incarne aujourd'hui le président de la Confédération, colonel Assimi Goïta, avec son homologue frère et ami du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le général de brigade du Niger, Abdrahman Chani. Et à la fin de tout ce défilé militaire, le président de la transition s'est adressé au public. Il est parti saluer le public, puisque le public a répondu à l'unisson pour ce défilé. À chaque passage de troupes, c'était des acclamations, c'était des ovations à l'endroit de notre force armée, pour dire que le public est réconcilié, tout le peuple est réconcilié avec son armée. Et le président Assimi Goïta a conclu en disant qu'il compte sur le peuple pour mener à bien cette lutte contre le terrorisme, pour mener à bien cette lutte pour l'intégrité du territoire national. Je pense que c'est les grands moments, Moussa Papa Aïdara, qu'il fallait retenir de ce défilé militaire sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Merci beaucoup. On a pu voir sur les images, on a pu apprécier ces très belles images, surtout comme vous l'aviez dit, le saut des parachutistes, c'était vraiment fabuleux. Et j'imagine que juste après ce cérémonial, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est confié à la presse. Il s'est confié à la presse et nous avons une petite interview qu'on vous propose tout de suite.
L'interview du président de la transition juste après ce cérémonial qu'on retrouve tout de suite. Nous célébrons aujourd'hui les 64 ans de l'indépendance de notre pays et sous les signes de la grande résilience et la reconquête de notre souveraineté. Et je voudrais, en ces jours solennels, rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, en l'occurrence le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont tracé la voie de l'honneur et de la dignité. L'anniversaire de cette année se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer des jours comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, jusqu'à ce que nos trois pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l'élan de solidarité du peuple malien autour de nos femmes. Je tiens à rassurer le peuple malien et les États de l'Alliance du Sahel que nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination et avec la plus grande violence pour que nos pays puissent vivre dans la paix et dans la concorde. Et je tiens aussi, une fois de plus, à rappeler nos trois États de faire l'union sacrée autour de nos forces armées de défense et de sécurité. Et sans un soutien total et constant de nos peuples, cette lutte sera énormément difficile. Nous avons besoin de l'accompagnement de nos populations. Et en ce qui nous concerne, nous allons combattre ce fléau, comme je viens de dire tantôt, de nuit comme de jour. Et je tiens aussi à saluer l'engagement de nos différentes populations suite aux récentes attaques. Et nous avons vu l'engagement de nos populations qui ont aidé les femmes souvent à la recherche de ces terroristes. Et je voudrais aussi saluer et remercier nos partenaires qui nous soutiennent dans ces moments difficiles et les rassurer que le Mali et les États du Sahel restent ouverts à tout partenariat dans un esprit de gagnant-gagnant et surtout de respect mutuel. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés. Une fois de plus, bonne fête d'indépendance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. À l'instant, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui s'exprimait juste après la prise d'armes et juste avant la prise d'armes à la place d'armes du 34e bataillon du régiment du génie militaire. Le président de la transition a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance, un acte de portée historique de reconnaissance au père de l'indépendance avec à leur tête le président Modibo Keïta. La célébration de la fête nationale d'indépendance de notre pays qui revêt donc une signification singulière au moment où le Mali est engagé dans la reconquête de sa souveraineté. À son arrivée au monument de l'indépendance, le président Assimi Goïta a été accueilli par le Premier ministre et plusieurs autres personnalités, Garibou Pérou, Tchédje Camara et Idrissa Traoré. Fidèle et respectueux des traditions, arrive le président de la transition, colonel Assimi Goïta, sur le site du monument de l'indépendance. Salut au drapeau suivi de l'exécution de l'hymne national. Le président Goïta emprunte cette voie tracée il y a 64 ans. Le chef suprême des armées reçoit les honneurs militaires. Il avance avec mesure et se livre à un devoir de mémoire de celles et ceux qui ont consenti les sacrifices ultimes pour la patrie. La gerbe de fleurs déposée, le président Goïta marque un temps de recueillement.
En saluant les personnalités et citoyens venus pour la circonstance, le président Goïta appelle l'ensemble des Maliens à tenir le flambeau toujours allumé en souvenir des héros de la nation. La tradition qui vient d'être respectée constitue pour le chef de l'État un devoir de mémoire pour la génération présente et future. Je vous amène à présent à Tombouctou. Le contrôleur principal, Bakou Kanté, a présidé la cérémonie de célébration du 22 septembre. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Najim Baba Sissé. Bonjour Najim. Bonsoir, monsieur Moussa Papa Haïdara. Vous allez bien? Chers auditeurs. Merci beaucoup. J'espère que tout va bien à Tombouctou. Et vous nous dites que la tradition a été tout simplement respectée ce matin. Absolument. Alors, monsieur Moussa, comme on peut s'y attendre, la région de Tombouctou a célébré cette commémoration avec simplicité au regard du climat sécuritaire dans la région. C'est au camp Fort Cheikh Sidi Bekay, en présence du gouverneur, que la cérémonie s'est déroulée. D'abord, il a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des militaires tombés. Ensuite, salué les braves femmes qui luttent au quotidien pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Cette occasion était également opportune pour lui de citer les multiples actions posées par les autorités de la transition dans la région, notamment l'intensification des patrouilles, des jours comme des nuits, dans les grands axes routiers, mais aussi sur l'étendue de la région. La dotation de la région en banque de céréales à moindre coût, la dotation et l'équipement des écoles en point d'eau et cantines scolaires, l'obtention d'une université et la construction d'un stade moderne. Alors, pour ne citer que cela, cette cérémonie sobre s'est achevée par des défilés civils et militaires qui a vu bien sûr des démonstrations des anciens combattants, des veuves des militaires, les corporations socio-professionnelles, les éléments de l'armée de terre, de l'armée de l'air, la protection civile, la garde nationale, la gendarmerie nationale, la police et la protection civile. Alors, Tombouctou, ville très religieuse, cette fête patriotique coïncide avec le Maouloud qui sera d'ailleurs clôturé par une grande fatia cet après-midi à la place Sankoré. Eh bien, à cette occasion, plusieurs fidèles musulmans ont effectué le déplacement sur Tombouctou, n'est-ce pas, Najim? Absolument, monsieur Moussa. La ville de Tombouctou, comme vous le savez, c'est à 98% musulmans. En plus du 22 septembre, nous célébrons également le Maouloud, avec plusieurs activités au programme. D'autres activités ont été déjà réalisées. On peut citer des lectures panagériques, des concours de lecture coranique, des consultations médicales gratuites au profit des personnes en situation de besoin, dans le besoin. Mais aussi, malgré l'enclavement de la région, cette année, beaucoup de participants sont venus des 4 coins du monde. Alors, je l'ai dit, cet après-midi, c'est un point déterminant quand même pour tous ces musulmans-là qui sont venus afin de passer cette fête. Alors, il y aura des louanges au vénéré des prophètes, Mohamed Paix et salut sur lui. Et les Malouds, c'est également cette fatiha-là qui sera couronnée des bénédictions à la place Sankoré sous le lit de l'imam Al-Akib en présence du gouverneur. Merci beaucoup, Najim Baba Sissé, pour toutes ces précisions. Nous sommes à présent en 5e région. Le camp Amadoun Bokari Baridi Balobo de Sevari a servi de cadre pour le défilé militaire et paramilitaire. Mais avant, un dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance. Ceci pour magnifier le 64e anniversaire de l'indépendance du Mali. Occasion pour les autorités administratives et politiques de la région de rendre un vibrant hommage aux pères de l'indépendance et aux autorités de la transition. De Mopti, Boubacar Sankari. Premier acte de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance par le gouverneur de la région de Mopti. Puis, c'est le camp Hamadoun Bokari Baridi Balobo qui accueille les autres activités de la journée. Ici, le commandant de zone numéro 6, le colonel Pascal Berthier, donne le ton par la revue des troupes suivie du chef de l'exécutif régional pour le même exercice. Un autre axe fort des festivités du 22 septembre à Mopti, la remise de lettres de félicitations à 2 vaillants officiers qui se sont distingués par leur savoir et leur savoir-faire en termes de commandement. Général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. Nous devons aujourd'hui, dans le cadre du devoir humain, avoir une pensée pieuse pour celles et ceux qui ont versé le sang
pour que nous puissions voir le jour d'aujourd'hui. Il s'agit de nos dévanciers qui se sont battus avec courage et dévouement pour que rayonne et vive la nation malienne d'aujourd'hui. Et nous devons tenir compte du contexte actuel de globalisation dans un monde de plus en plus instable pour nous inviter à l'unité. Ensuite, place au défilé militaire et civil. Par ordre de bataille, la Numba de la 6e région militaire, les pionniers, les anciens combattants, le drapeau et sa garde, l'administration pénitentiaire, la douane, les eaux et forêts, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre et le bataillon des sports. Mopti Boubacar Sankare et Sulman Tepsougué pour l'ORTM. À Koutiala, c'est un dépôt de gerbes de fleurs et un défilé militaire qui ont meublé cette fête nationale. Occasion pour le chef de l'exécutif régional de livrer un discours assorti d'incitation à plus de civisme et d'union pour la construction nationale de Koutiala. La correspondance de Brahima Kone et Amadou Dolo. Le gouverneur de la région de Koutiala procède à un dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance et à la revue des troupes au centre d'instruction de Wolobougou, dans la sobriété, en mémoire aux héros de la lutte anticoloniale ainsi qu'aux civils et militaires tombés sur le champ de l'honneur, le décor de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali est campé. Général Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. Nous rendons ici un vibrant hommage à ces vaillants combattants de la liberté et nous nous inclinons devant la mémoire de ceux aujourd'hui disparus. Nous fêtons aujourd'hui avec fierté notre indépendance et notre dignité retrouvée. Le 22 septembre reste donc un symbole, une raison d'être, l'instant de la réflexion et du regard en arrière. Au centre d'instruction de Wolobougou, l'on assiste à une prise d'armes suivie d'un discours du chef de l'exécutif régional assorti d'une incitation à plus de civisme. Général Abdoulaye Sissé. Je voudrais inviter toutes les populations de la région de Koutiala à nous unir et de voir ensemble le chemin du développement. Le Mali est notre seul bien commun. Il nous appartient d'ajouter notre pierre à cet immense chantier en construction pour la couverture d'une souveraineté totale. La boucle du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali est bouclée à Koutiala par un défilé militaire. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assistant Berté pour l'ORTM. Koulikoro, à l'instar des autres régions du Mali, a célébré l'indépendance du Mali. C'est le centre d'instruction Boubacar Sadassi qui a servi les cadres pour la cérémonie. Ousmane Koïta, correspondance. C'est dans la sobriété et avec honneur que les autorités de la 2e région administrative du Mali, Koulikoro, ont célébré l'événement. Le colonel Lamine Kapori Sanogo, avant de procéder à la revue des troupes, a déposé une gerbe de fleurs dédiée à la mémoire des martyrs civils et militaires tombés pour le Mali. Occasion pour le chef de l'exécutif régional de Koulikoro de placer cette cérémonie dans son contexte. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. 64 ans sont donc passés dans la vie de notre pays, chargés d'histoire, de souvenirs, souvent gais et parfois tristes, mais aussi celui des hauts et des bas, comme atteste la vie de toute une nation. Le plus important, c'est de pouvoir tirer les leçons de nos échecs, de nos manquements et insuffisances, de se fixer un objectif et d'aller de l'avant de façon résolue et déterminée. Le gouverneur n'a pas passé sous silence les attaques perpétrées par les forces du mal contre notre région malgré la détermination de nos femmes. Malgré les contextes difficiles qui traversent notre pays, la région de Koulikoro a bénéficié des plus hautes autorités de la transition, des appuis multiformes en termes de développement. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. On doit donc avoir à l'esprit les nombreuses réalisations faites dans le cadre des œuvres sociales de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et dont notre région a largement bénéficié, notamment les infrastructures hydrauliques, les équipements et matériels socio-sanitaires, les kits alimentaires. À cela s'ajoutent les subventions accordées sur l'aliment bétail et les intrants agricoles. Certains éléments des forces de défense et de sécurité ont eu des gradations en termes d'avancement. Leur galon leur a été remis par le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Après cette reconnaissance des mérites, les militaires ont défilé en rang serré pour témoigner leur fierté d'être maliens. Koulikoro, son pétard, Salf Maïga Amadou Chokari pour l'ORTM. 13h39, nous ouvrons à présent une large fenêtre sur l'actualité internationale.
Nous commençons par le Tchad. 503 morts et plus d'1,7 million de personnes ont été affectées par la forte pluie depuis juillet dernier. Un triste bilan communiqué hier par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au OCHA. Cette source souligne également la destruction de 117 départements dans lesquels 212 111 maisons, en outre 337 832 hectares de champs ont été détruits et 69 659 têtes de bétail ont été emportées. Le ministre de tutelle avait mis en place un comité de suivi des inondations afin d'évaluer les risques liés à la pollution des sources d'approvisionnement en eau potable et à la montée des niveaux des fleuves. Le président Kenya William Ruto est en déplacement en Haïti depuis hier samedi avant de se rendre à New York pour rencontrer les dirigeants de l'ONU. Cette visite intervient au moment où le pays lutte contre l'insécurité des gangs. Lassine Keita en direct dans ce studio, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Vous suivez ce dossier pour Mali Actualité. Pourquoi cette visite de William Ruto avant d'aller à l'ONU? William Ruto est arrivé hier samedi en Haïti pour une visite d'État. À sa descente d'avion, il a été salué par des officiers de l'armée et plusieurs officiels. Il s'est rendu dans une base kenyenne de l'aéroport où il a rencontré la police chargée de lutter contre les gangs et un certain nombre de hauts fonctionnaires haïtiens et canadiens. Il vient ainsi écouter les membres des forces kenyennes déployées en Haïti et connaître leurs progrès avant de se rendre à New York pour rencontrer les dirigeants de l'ONU. Le président William Ruto échangera avec ces forces afin d'apporter des réponses aux interrogations sur la meilleure façon de soutenir les forces kenyennes et jamaïcaines sur place dont les ressources sont limitées et qui ont lutté pour contenir les gangs qui terrorisent le pays des Caraïbes. Selon William Ruto, les forces kenyennes ont renforcé les infrastructures de sécurité et permis aux Haïtiens déplacés de rentrer chez eux après avoir fui la violence, bien que de nombreux Haïtiens affirment que la violence est tout aussi grave, voire pire qu'elle ne l'était lorsque la police a été déployée en juin. Cette amélioration constatée par William Ruto a été contredite par un expert en sécurité des Nations Unies qui avait averti quelques jours auparavant que la violence dans le pays s'aggravait à mesure que les gangs étendaient leur contrôle sur la nation caribéenne. Il faut rappeler que le Kenya a été le premier pays à envoyer des forces dans le cadre d'un effort plus large de l'ONU pour offrir un soutien international à Haïti qui est entré dans une spirale de conflits et de troubles politiques depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Environ 400 policiers kenyans se trouvent en Haïti. Au début du mois, environ 2 douzaines de policiers et de soldats jamaïcains sont arrivés dans le pays. Mais les États-Unis et d'autres pays ont déclaré que ces forces n'étaient pas suffisamment et manquaient de ressources pour lutter contre les gangs qui contrôlent environ 80% de la capitale Port-au-Prince. Moussa Papaïdra. Merci Lassine Keita pour toutes ces explications. L'actualité, c'est aussi le front libano-israélien qui s'est enflammé aujourd'hui avec des centaines de roquettes tirées par le Hezbollah sur le nord d'Israël. Des dizaines de frappes israéliennes au Liban. Depuis ce matin, 3 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans le sud du Liban. Je me tourne vers vous, Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Moussa Papaïdra. Vous suivez également ce dossier pour la rédaction. Eh bien, la coordinatrice spéciale des Nations Unies au Liban a averti que la région est au bord d'une catastrophe imminente. Oui, tout à fait. La situation dans la région est critique avec des conséquences potentielles catastrophiques. La coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban souligne que les solutions militaires ne vont pas rendre la situation plus sûre pour aucune des parties impliquées. Aujourd'hui, le Hezbollah a intensifié ses attaques en tirant une centaine de missiles Fadi 1 et 2 qui ont des portées respectives de 80 à 150 km ainsi que des roquettes Katyusha. Ce changement de tactique a permis au Hezbollah de toucher des cibles jusqu'à 55 km à l'intérieur du territoire israélien. Les conséquences de cette escalade sont dramatiques. Des centaines de milliers de personnes se sont réfugiées dans des abris anti-aériens dans le nord d'Israël. Afin de protéger la population, la défense passive israélienne a ordonné
ordonné la fermeture de toutes les écoles du Nord jusqu'à lundi soir, affectant des zones situées jusqu'à 80 km de la frontière libanaise. Les tensions se sont intensifiées suite à des explosions significatives d'appareils de transmission du Hezbollah attribués à des frappes israéliennes qui ont causé la mort de 39 personnes et blessé près de 3000 autres. De plus, une frappe israélienne sur un bâtiment dans la banlieue sud de Beyrouth a gravement affaibli les capacités du Hezbollah en tuant 16 membres de son unité d'élite. Alors que les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza échouent, Israël a décidé d'étendre ses opérations militaires vers la frontière nord avec le Liban afin de favoriser le retour des personnes déplacées par les violences. Cette escalade souligne l'urgence d'une solution pacifique et diplomatique pour éviter une aggravation de la crise humanitaire et sécuritaire dans la région, selon la coordinatrice spéciale pour le Liban, Moussa Papa. Merci Mohamed Sangari à l'instant sur le dossier libano-israélien. Alors nous fermons cette page internationale par l'Iran où une 51 personnes ont perdu la vie hier, dont 30 mineurs et 17 autres blessés. C'est le bilan d'un drame survenu suite à une fuite de méthane qui a provoqué une explosion dans une mine de charbon dans l'est du pays. Cette information a été donnée par le gouverneur de la Provence, Mohamed Javad, à la télévision nationale. Il ajoute aussi que 24 autres mineurs seraient bloqués à l'intérieur de la mine. Après l'explosion, les autorités du pays ont envoyé du personnel d'urgence dans la zone. Le sport. En basketball, l'AS Police Hommes et le Stade Malien Dames ont remporté les trophées de la Coupe du Mali 2024. Les deux équipes ont battu respectivement le Stade Malien Hommes 79-74, le Djoliba Dames 68-61. C'était sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Et en football, le tournoi UFOA de la zone A, le Mali joue gros ce dimanche. Les Aiglons du Mali affrontent les jeunes Scorpions de la Gambie pour une place en demi-finale du tournoi. Et toujours en football, le Djoliba Assi croise le fer cet après-midi avec l'ASCO du Kara du Togo à Lomé dans les cadres du match retour du second tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. On voit tout cela avec Famourou Djurté. Le second et dernier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions a entamé sa manche retour ce samedi. L'ASCO de Kara du Togo se mesura ce dimanche pour la seconde fois en une semaine au Djoliba Assi de Bamako. Lors du match aller qui s'est tenu au stade du 26 mars, les Rouges de Bamako l'avaient emporté par le score minimum d'1-0, ce qui leur offre un léger avantage. Toutefois, l'ASCO de Kara est résolu à inverser la tendance cet après-midi au stade de Kégué à Lomé. Cet affrontement révèle une grande importance car les deux équipes aspirent à décrocher leur première qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le coup d'envoi sera donné à 16h GMT. Avant le match ASCO de Kara Djoliba AC, ce samedi, tous les grands clubs qui étaient sur le pont ont maintenu leur rang. Au stade Ali Amara de Douera, le Mouloudia Club a réussi à s'imposer devant l'US Monastir 2-0, 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. Al-Ali d'Égypte a réédité sa prestation du match aller 3-0, 6-0 sur l'ensemble des deux matchs devant le Gormaya du Kenya. L'autre représentant égyptien, Pyramids FC, s'est imposé devant les Rwandais de l'APR après avoir fait match nul le week-end dernier, 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Les deux représentants sud-africains, Orlando Pirates et Mamelodi Sundowns, se sont aussi qualifiés. Les flèches rouges zambiennes n'ont pas pu faire tomber les corbeaux de Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe, après sa victoire à l'aller 2-0, a assuré en s'imposant à nouveau 2-1. Les Congolais de l'AS Maniama Union se sont qualifiés après un match nul face au Petro Luanda d'Angola, 0-0, 1-0 sur l'ensemble des deux matchs. Le carton du jour vient de Tunis, où l'Espérance sportive a réalisé une véritable démonstration de force devant les Somaliens de Dekedeha FC, 8-0, 12-1 au score cumulé. Le Raja de Casablanca s'est également qualifié devant le Smartex du Ghana, 4-2 au score cumulé. Enfin, les Tanzaniens de Young Africans de l'international gardien de but malien Djigui Diarra ont obtenu leur billet devant le FC Sebier d'Éthiopie, 7-0 sur l'ensemble des deux matchs. Déjà vendredi, le CERS Belouizdad d'Algérie a obtenu sa qualification devant l'AS Douane du Burkina. Les autres matchs se jouent ce dimanche. Toujours en football, sur le continent, le dernier match de la phase de groupe du tournoi IFOA de la zone A, qui sert de qualification pour la prochaine CAN des moins de 20 ans, se joue ce dimanche 22 septembre 2024 entre le Mali et la Gambie. Soumaïla Koulibaly et ses joueurs doivent trouver les arguments nécessaires pour vaincre les Gambiens et assurer leur place en demi-finale. Le coup d'envoi du match Mali-Gambie est prévu à 16h GMT.
Dans le groupe A, la phase de groupe s'est terminée avec la qualification de la Sierra Leone et de la Guinée pour les demi-finales. Lors de la troisième et dernière journée, les jeunes Léon Sarr et les jeunes Sili National ont réussi à se démarquer pour se garantir une place dans le dernier carré. La Sierra Leone a battu 1-0 la Guinée-Bissau, terminant en tête du groupe A avec 7 points. Quant à la Guinée, elle a dû se contenter d'un match nul 1-1 face au Libéria. En basketball, les trophées de la Coupe du Mali 2024 ont été remportés par l'AS Police du côté des messieurs et le Stade Malien de Bamako chez les dames. Le Stade Malien de Bamako a triomphé face au Djoliba AC 68-61. Ainsi, les stadistes réalisent le doublé Coupe Championnat. L'AS Police a réalisé l'exploit en battant le Stade Malien dans une finale très serrée 79-74, prenant ainsi sa revanche sur une équipe qui l'avait privé du titre de champion du Mali cette saison. Boubacar Kanouté, entraîneur du Stade Malien de Bamako, homme. Amidou Traoré, entraîneur adjoint de l'AS Police homme. Après l'analyse vraiment des erreurs passées, le premier match on perd de 2 points, le second match on perd de 3 points, le troisième match on perd de 5 points. Le jour où nous on gagnait, on a gagné de 10 points. On a dit aux jeunes vraiment d'accepter de courir. Une fois qu'on a le ballon, vraiment il faut y aller. Si on n'a pas, il faut jouer en transition. Si on court plus que eux, il n'y a pas de problème. On a marqué des paniers faciles. Si tu cours vite dans le jeu, tu marques des paniers faciles. Alors qu'au décompte, ça compte. C'est qu'il y a des vraiment facile. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. D'abord, à l'issue du match, bien entendu, il y a des vainqueurs. Ça, c'est le signe. Dans l'esprit, dans le fond, c'est la jeunesse qui l'a fait. Je voudrais féliciter les jeunes filles et personnes de cette sélection malienne. Je voudrais féliciter leur encadrement, féliciter tous ceux qui veillent sur ces jeunes. Depuis que je les ai ici à l'aéroport, chaque jour, je suis camarade. Je voudrais aussi saluer le ministre de la jeunesse et des sports. Ces résultats sont par ma demandé à Mamara, nous voyons ça. Je voudrais saluer ces Maliens et les garçons, saluer toutes les équipes. Concernant les récompenses, chacune des deux équipes victorieuses a reçu un chèque de 2 millions de francs CFA, tandis que chaque équipe finaliste a été récompensée d'1 million de francs CFA. Focus santé. Avoir une grossesse non désirée pousse beaucoup de jeunes filles ou de femmes à aller vers l'avortement clandestin. La pratique peut provoquer chez la femme des hémorragies, des infections, l'infertilité ou le décès. Selon une étude menée en 2022, environ 50% des grossesses n'étaient pas désirées au Mali, ce qui doit attirer l'attention de tous les acteurs sur l'avortement clandestin et les dégâts qu'il cause chez la femme. Dans Focus Santé, les détails sur la pratique avec Koumba Sissé. L'avortement est une pratique qui n'est pas autorisée au Mali. C'est pourquoi les femmes ou les jeunes filles qui portent une grossesse non désirée se cachent pour interrompre volontairement cette grossesse et cela se passe très souvent dans des conditions inappropriées. Cet acte d'interruption de la grossesse, appelé avortement clandestin, touche beaucoup de femmes au Mali selon une étude menée en 2022. Fatoumata Dit Faiti Haidara, médecin généraliste. L'avortement provoqué a été et demeure un problème de santé publique dans le monde entier, non seulement au Mali. Et ce faisant, il y a une étude qui a été menée par les Nations Unies en 2022 qui dit que 50% des grossesses au Mali n'étaient pas désirées. Du coup, c'est un facteur favorisant pour les jeunes filles et les jeunes dames et les jeunes femmes, en un mot, et à leur pousser vers un avortement clandestin. Et l'avortement comme tel, selon l'OMS, on a une définition. L'avortement, c'est une expulsion du fœtus de moins de 500 grammes, soit 22 semaines d'aménorrhée. Et l'avortement clandestin, on va classifier les avortements en deux grands groupes. Les avortements spontanés et les avortements provoqués. L'avortement clandestin présente plusieurs risques allant de l'infertilité au décès. Fatoumata Dit Faiti Haidara. Les conséquences de l'avortement clandestin sont multiples. On a tout d'abord l'hémorragie. Et surtout dans nos centres de santé, on est confronté à ce que ces jeunes filles-là font leurs avortements à la maison et ne viennent à l'hôpital que lorsqu'il y a des complications. Et on a, comme j'avais dit tantôt, on a les hémorragies. Il se peut également, on ne sait pas le matériel utilisé, si c'est sûr ou pas. Ces gens-là peuvent également avoir le tétanos avec ça.
Et il y a les infections même de l'utérus, l'endométrite. Il y a également une stérilité qui peut se poser à la suite de ça. La loi malienne interdit l'avortement et le criminalise, mais elle peut l'autoriser dans certains cas, notamment quand la vie de la mère est en danger. Fatoumata dit Faiti Haidara. Les interruptions volontaires ne sont pas autorisées. Mais ce n'est autorisé au Mali dans le cadre de que s'il y a eu un inceste ou voilà, il y a eu un viol, la personne veut avorter et dans ces cas-là, ou bien que la maman, même la vie de la maman court un danger. Pour ne pas tomber enceinte et éviter l'avortement clandestin, les produits contraceptifs sont disponibles dans les structures de santé. Fatoumata dit Faiti Haidara. Il faut que les jeunes filles sachent que l'avortement, en fait, n'est pas anodin, surtout pour la jeune fille. Du coup, c'est important de s'informer sur la sexualité, de venir dans les centres, notamment maintenant, dans le programme malien, il y a des centres pour les jeunes où tu vas, voilà, il y a des counseling à faire, on t'informe sur les méthodes contraceptives, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas seulement l'avortement. La grossesse en si même, c'est un danger. Parce que on contracte la grossesse quand il n'y a pas eu de moyens de contraception. Attention, l'utilisation de ces produits, excepté les préservatifs, évite certes les grossesses non désirées, mais ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. Rappel de l'information principale de cette édition. Aujourd'hui, 64 ans, la nation se souvient des sacrifices, des défis surmontés, des réussites qui ont façonné notre pays. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a présidé tout à l'heure la cérémonie de prise d'armes à la place d'armes du 34e bataillon du régiment du génie militaire. Un cérémonial qui a été précédé par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance. Et simultanément, dans toutes les régions du Mali, l'événement a été célébré comme on a pu l'entendre avec nos correspondants sur place. Le Mali indépendant, aujourd'hui, ça se fête. Ainsi prend fin donc cette édition à 13h passées de 56 minutes, un journal qui a mobilisé une grande partie de la rédaction. La présentation, c'était Moussa Papaïdara. Mise en onde bien assurée par Absi Traoré, Fousséni Sissoko. Mise en ligne Sekou Traoré, Badji Touré. Réalisation Bemba Sibi, Adam Maïga. Coordination Siaka Konate, Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Joyeuse fête d'indépendance à toutes et à tous et passez d'excellents moments sur le RTM.